présenter cet exposé intitulé de l'information génétique, localisation, nature, transmission et expression, qui est réalisé par notre collègue Rachid Aïdzi et Anas Boursek, et qui sera présenté par moi, Fassi Mouman, et par notre collègue Rachid Aïdzi. Donc, comme idée générale, l'information génétique est bien sûr cette image qui représente l'ADN. Donc on va, à partir de cet exposé-là, avoir l'essentiel comme information concernant l'information génétique. D'accord? Allez-y. Donc, comme introduction, chez l'espèce humaine, par exemple, donc on sait bien sûr qu'il contient, ou bien qu'il est formé de plusieurs cellules. Donc on parle d'un fluide cellulaire qui appartient à la classe des mammifères. Chaque nouvel individu est le résultat de développement d'une cellule mère qui est la zygote. Si on parle de cellule mère zygote, c'est le résultat d'une fécondation entre un spermatozoïde mâle et un ovule femelle. L'œuf, c'est la cellule mère qui donne un nouveau individu. Donc l'œuf, c'est quoi? C'est le résultat de cette fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. Ici, on a représenté la forme de l'ovule et la forme schématique d'un spermatozoïde. Donc, tous les deux contenant un noyau dans lequel il se localise l'ADN, l'information génétique d'une façon générale, qu'on va voir, bien sûr, et qu'on va déterminer à l'aide de plusieurs expériences et qu'on va montrer que vraiment l'information génétique se localise au niveau des noyaux. La structure des deux cellules ne porte aucun caractère concernant la structure. Mais, bien sûr, les informations qui sont responsables de l'expression et de l'apparition des caractères chez les êtres humains se localisent dans ces deux structures. Mais, où précisément, c'est ça qu'on va déterminer pendant la suite de notre exposé. Donc, ces informations sont héréditaires des parents au fils, ou bien au fils, si on parle de l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle l'information génétique. Donc, au plan général de cet exposé, on va voir où se localise cette information génétique au niveau de la cellule, quelle est la nature chimique de cette information, comment se transmet-elle d'une génération à l'autre, et également quelle est la relation entre cette information génétique et les caractères héréditaires. Comme premier axe, la localisation de l'information génétique, on va voir premièrement chez les cellules végétales. Donc, la section de régénération chez la cellule de l'acétabularia qui est un végétal, bien une espèce végétale unicellulaire. On parle également d'une autre espèce qu'on va voir, Inch'Allah, après dans un autre exposé qui est l'amibe également. Donc l'amibe et l'acétabularia, ce sont généralement les espèces utilisées pour déterminer la localisation de l'information génétique chez les végétaux. Dans certains cas très rares, il est possible d'observer des cellules de grande taille et d'observer leur comportement sans avoir utilisé de matériel particulier, bien sûr. C'est ce que fit Ramirez, un biologiste allemand en 1930, et qui a permis de découvrir la localisation de l'information génétique. Il a choisi de travailler sur des algues unicellulaires, les acétabularia, pouvant atteindre la taille de 5 cm. Comme vous voyez, elles peuvent atteindre une taille de 5 cm. Donc on peut réaliser certaines coupures au niveau de ces algues-là pour déterminer la localisation principale de l'information génétique. L'algue se présente en 3 parties. Donc on a la première partie qui contient le noyau, on a là et le chapeau. Donc, concernant cette espèce-là, le genre Acetabularia, donc, il contient 2 espèces. On a l'Acetabularia crenulata et on a l'Acetabularia mediterranea. Donc, la comparaison entre les deux donc, montre que
il y a une variabilité au niveau de la tête ou bien le chapeau de ces tables-là, une qui est réglée et l'un qui est ronde. D'accord? Donc le pied qui lui permet donc de se fixer sur son substrat grâce à des résinides et qu'on contient la partie, ou bien qui contient le noyau, le chapeau qui présente une forme différente selon les espèces. Ce chapeau, bien sûr, donc, comme j'ai dit, donc, soit rond chez l'Acetabullaria mediterranea ou bien rayé chez l'Acetabullaria crenulenta. Donc, pour déterminer l'emplacement de ce matériel génétique, lorsqu'on sectionne cette algue, il a la particularité de régénérer l'algue et le chapeau. Donc, on va voir comment. On sectionne la plante en trois parties, une partie qui contient le noyau, donc nucléé, et les deux parties qui ne contiennent pas. Après, si on laisse cette algue dans un milieu qui est favorable, qui est riche en eau, en oxygène, en matière minérale, donc après, qu'est-ce qu'on va voir comme résultat? Donc, on aura comme résultat la dégénération de la partie qui contient l'arbre et le chapeau et la régénération de l'arbre et le chapeau par la partie qui contient le noyau. Donc, le noyau joue un rôle important dans la régénération de l'individu en entier. Maintenant, on va voir est-ce qu'il s'agit précisément de l'information génétique ou d'autre chose. Donc, dans la nature, on distingue deux types d'algues, Acetabullaria, comme on a dit. Donc, les deux espèces se diffèrent par la forme du chapeau, soit rond chez Acetabullaria crenulenta, ou bien l'inverse, ridé chez l'Acetabullaria crenulenta, ou bien rond chez l'Acetabullaria mediterranea. Donc, dans cette expérience, on a arraché le noyau des deux espèces et on a changé, donc on a fait des coupures. On sait que c'est la partie qui contient le noyau qui se régénère. Donc on a fait un changement de noyau. On a arraché le noyau de Mediterranea et on l'a mis pour l'Acetabullaria crenulenta et vice versa. Et ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est que la partie qui contient le noyau de Acetabullaria mediterranea dans son chapeau et l'inverse pour l'autre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a déterminé? Le noyau qui détermine. Allez-y, Mohamed. Le noyau qui détermine le caractère de l'individu. Voilà, donc le caractère responsable du chapeau de Acetabullaria crenulenta ou bien mediterranea est renfermé dans le noyau. Donc, l'information génétique responsable de ce caractère se localise dans le noyau. Section régénérée chez la cellule Acetabullaria, l'expérience grecque croisée des deux noyaux chez l'Acetabullaria, c'est ce qu'on a vu avant. Ce qu'il a donné comme conclusion, c'est que le noyau est le responsable de la détermination de la forme du chapeau de l'algue. Le cytoplasme n'a pas intervenu. Pourquoi on a dit que le cytoplasme n'a pas intervenu? Oui. Parce que les parties qui présentent le cytoplasme et ne présentent pas le noyau n'ont pas la possibilité de se régénérer. Voilà. Par Et exemple, également, la partie de la tige et la partie de la tête. très bien. Précisément, nous, on a utilisé seulement la partie qui contient le noyau. D'accord? Le rang et le chapeau, ils sont déjà dans la première expérience et se dégénèrent. D'accord? Donc, ils n'ont pas la capacité de se régénérer et même, ils ne contiennent pas le matériel génétique. Et nous, on a déduit à partir de cette expérience-là que le matériel génétique responsable de la forme de chapeau se localise dans le noyau. Précisément. Pourquoi? Parce que
on a changé le noyau et on a obtenu bien sûr des caractères phénotypiques de noyau, même si on a changé la partie qui contient le noyau. Allez-y. Donc la forme du chapeau est un caractère héréditaire déterminé par le noyau, donc c'est dans le noyau de la cellule où se localise l'information génétique responsable de tous les caractères chez les végétaux. Donc de tous les caractères, on a fait une généralisation. Allez-y. Passons maintenant à la cellule animale. Donc concernant la cellule animale, donc, on a essayé d'utiliser le clonage chez le crapaud. Donc, cette espèce-là, elle plusieurs ovules, ces ovules-là qui vont recevoir après le liquide séminifère de mâle, qui est au crapaud mâle, pour bien sûr obtenir des nouvelles individus. Donc, dans cette expérience-là, en 1960, le biologiste anglais Gurdon a travaillé sur des amphibiens de l'espèce Xénops crapaud par irradiation aux rayons ultraviolets et détruit le noyau de l'ovule pondu par la femelle. D'accord? Irradiation. Oui, irradiation par des rayons de couleur brune. Donc, le noyau de son ovule est irradié. Après, qu'est-ce qu'il a utilisé? Dans ces ovules-là sont transplantés des noyaux de cellules intestinales d'un tétrade de Xénops albinos. Donc il a utilisé le Xénops albinos et il a arraché son noyau et il l'a mis dedans une œuf fécondée. D'accord? Il l'a changé seulement à une cellule, voilà, à une cellule intestinale qui a bien sûr permis d'avoir dans l'ensemble des résultats qui est 35 œufs, 30 ont donné des adultes tout identiques entre eux et de même sexe et albinos. Donc, pourquoi on a dit de même sexe? Parce qu'on a utilisé une seule espèce, soit il est mâle ou bien il est femelle, donc il va donner soit des mâles ou bien des femelles. D'accord? Mais albinos, donc albinos, ici, le matériel génétique qui est responsable de cette couleur-là, qui est albinos, donc, il se localise au niveau de noyau. Donc, on a déduit que cette expérience-là. Les œufs de sexe albinos. Voilà, très bien. Donc, on a dit tout, je crois. On va passer à la réponse donc, de. Qu'est-ce qu'on a déduit à partir de ces expériences? C'est que le noyau de la cellule intestinale de tétrade albinos dans des crapauds albinos, bien sûr, parce qu'il contient le matériel génétique responsable de ce caractère albinos. Le noyau est le responsable de transfert des caractères héréditaires. Le cytoplasme n'intervient pas, c'est la même chose. Malgré la différenciation du noyau, la cellule intestinale dans les fonctions de digestion et d'absorption, l'information génétique de l'espèce dont le noyau n'est pas perdu. Il reste conservé. Donc ici, on parle de l'importance de l'information génétique et également de sa résistance. Donc il reste conservé toujours.